Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des héros du chapitre 1086 de One Piece. Je suis actuellement à Akihabara. J'ai pas encore pris l'avion. Je fais un petit tour pour que vous puissiez voir un petit peu tout le monde et l'environnement où je suis. On va aujourd'hui parler des héros parce que Raidon a choisi de ne pas divulguer les traductions. Donc je vais juste vous parler un petit peu des images qu'on a vues. Et ce sont des images qui sont quand même assez parlantes puisqu'on voit un père, Figarland, qui potentiellement pourrait être quelqu'un de la famille de Shanks. Alors je ne sais pas si c'est son père, parce qu'on le voit directement avec une coupe de cheveux et beubare en forme de lune, et c'est pas du tout le caractère design de Shanks, mais peut-être qu'on va avoir pour une fois dans One Piece un caractère design différent entre le père et le fils, ce qui n'a pas été le cas par exemple entre Roger et Ace, ou entre encore Usopp et son daron, etc. On a des similitudes dans le design. Par contre, entre Sanji et son daron, on a quand même des designs un peu différents. Donc ça veut peut-être dire que c'est son daron, ou peut-être son oncle. Mais ce qui est intéressant, et ce que je vous avais déjà dit dans la vidéo de hier, c'est que potentiellement, ça donne un alibi à Shanks et un lien avec le gouvernement mondial qui pourrait expliquer la trahison de Gold Roger. Il y a les cavaliers divins qui font partie du gouvernement quand même qui essaye de cacher l'histoire d'il y a 800 ans. Il y a Gold Roger qui met bout à bout tous les Rio Poneglyphes, qui a deux doigts de savoir la vérité. Je trouve ça quand même assez bizarre que le gouvernement n'ait pas agi, notamment en sachant qu'il y avait un descendant de la famille Fingarland des Cavaliers Divins qui est dans l'équipage de Gold Roger. C'est tout ce que je dis. Alors beaucoup me disent que je fabule, etc. et que Shanks n'a pas empoisonné Roger. Il y a quand même 3 empoisonnements pendant ce putain de flashback, je dois vous le rappeler. On va en parler directement dans cette vidéo. La vidéo commence sur l'évasion, la triple évasion, qui est celle de Sabo déjà, qui arrive à se faufiler dans la coque d'un bateau pour s'enfuir. On va voir exactement aussi l'organisation, qui lui a permis un petit peu de feinter Im-sama, qui n'est donc pas omnisciente, puisqu'en plaçant habilement 2 escargophones, il a modifié la trajectoire de sa communication avec les révolutionnaires. Les 2 escargophones étant sur Luluzian, et donc il a induit en erreur Im-sama qui a utilisé, selon les dires de Dragon et d'Ivankov, un vaisseau du Dr Vegapunk qui a détruit l'île de Luluzian, et apparemment ce vaisseau est inspiré de l'arme Pluton ou Uranus. Donc jusqu'ici on savait que c'était donc une construction du Dr Vegapunk et c'était pas Uranus comme on le pensait au début. Mais là, d'après ce qu'ils disent, ce serait quand même une arme inspirée d'eux. Donc, ça sous-entend quand même la puissance que peuvent avoir ces armes antiques. Et donc la puissance qu'elles représentent dans le manga One Piece, à ne surtout pas sous-estimer. On a une autre évasion, qui est aussi spectaculaire et importante pour la suite du récit, notamment pour les secrets de Im-sama. C'est celle de Wapol, qui détient la vérité, et de Vivi, qui eux se sont réfugiés directement dans le bateau volant dirigeable de ce cher Morgan qui manipule la presse, qui manipule cette information-là et qui pourrait potentiellement donc divulguer tous les secrets que Wapol a vus directement en creusant un petit trou dans cette salle. Un petit peu de vent, désolé. En creusant un petit trou dans cette salle et en espionnant la véritable forme d'Im-sama, les véritables formes du Gorosei, très certainement la stratégie du gouvernement, etc. Donc c'est impactant pour la suite de l'histoire, puisque ce cher Morgan qui adore diffuser et manipuler l'information va pouvoir jouer avec ces éléments-là. Est-ce qu'il va les diffuser? Est-ce qu'il va les garder pour lui? Quelle va être la stratégie de ce cher fils de poulpe, fils de corbeau, puisque c'est un oiseau, qui aime semer la zizanie directement dans le monde du One Piece? Et comme je l'ai dit, c'est une des 3 fuites, et une qui est particulièrement intéressante. J'adore aller dans les trucs comme ça. Attends, je vous le montre un peu. Et ils prennent véritablement tout mon argent. C'est vraiment leur but, c'est de prendre tout mon argent tout le temps. Dès que je vais au Japon, en tout cas. Donc voilà, la suite de l'information, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte, parce que c'est ce qui va secouer le monde de One Piece, c'est très certainement ça. Vous vous rappelez que l'auteur a décidé de s'exprimer et a dit notamment que voilà, le monde va connaître un bouleversement sur Ex-Id. Je pense que c'est la fuite de ce genre d'information qui est très contraignante pour le gouvernement. On a également l'appel d'ordre, très certainement du Gorosei envers le gouvernement, qui va leur demander d'aller sur Egghead, ou en tout cas de colmater toutes les brèches possibles suite à la divulgation du plus grand secret connu jusqu'alors du gouvernement. C'est pas dit que ce soit le secret ou le trésor de Doflamingo,
Mais en tout cas, jusqu'ici, ça correspond quand même à une fuite d'informations comme le gouvernement n'en a jamais connu. Ce qui pourrait être pire, c'est uniquement les faits du siècle oublié, ce qui devrait ne pas tarder à arriver, d'ailleurs. Jusqu'ici, tout va bien. On a l'intégralité des noms des gens du Gorossès, on en a déjà un petit peu parlé hier, et en quoi c'était intéressant. Je ne vais pas tous vous les citer, puisqu'il y en a plein, mais ce qui me permet d'être assez intéressant à souligner, c'est par rapport à leur fonction. Uniquement militaire, guerrière et militaire. Chacun a un avis, hein. Beaucoup disent que fatalement, les membres du Gorossès sont des combattants. Peut-être qu'ils voient l'intérêt d'un personnage uniquement par sa capacité à combattre. Je les trouvais beaucoup plus utiles et charismatiques en tant que politique. On n'a pas d'autres, en plus, antagonistes politiques jusqu'ici. Par contre, des antagonistes qui ont une puissance, on en a. Il y a Barbe Noire, il y a Im-Sama, il y a tous les adversaires que Luffy a pu rencontrer. Avoir quelqu'un qui parie uniquement sur de la foule politique et stratégie, ça aurait été méga intéressant en fait. Ça aurait été méga, giga intéressant pour la suite de l'œuvre. Et c'est vrai qu'on n'avance pas vers ce genre de choses et de procédés, à mon grand regret. Après voilà, on va pas mourir non plus, mais c'est une des théories que j'avais et qui s'envole, comme la théorie de Zoro dans le monde des morts, ça aurait été génial aussi. Toutes mes théories foirées auraient été géniales si elles se seraient concrétisées. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais on va faire avec, puisqu'on est des grands garçons. Et enfin, à la toute fin de ce chapitre, il y a pas mal d'échanges entre les révolutionnaires, notamment entre Ivankov, ce cher dragon, et Sabo. Mais comme je vous ai dit, Raiden n'a pas voulu traduire les dialogues. Donc il y a certainement d'autres informations qu'on va avoir. C'est pour ça qu'on aura une vidéo un peu plus tard dans la journée. Parce qu'il faut pas zaï. Et donc on va revenir sur l'information principale de ce chapitre qui est l'identité physique et le nom, Garling Figureland, du chef des Cavaliers Divins, qui est présenté comme un personnage charismatique et qui montre, lui, que c'est un combattant. Vieux, certes, mais de par la pose, de par son entrée en scène, il vient en scène en tuant un dragon céleste, chose qui est quand même assez signifiant dans le monde de One Piece. Rappelez-vous déjà il y a une super boutique là, Golden Age. Rappelez-vous un petit peu l'impact que ça a eu quand Luffy a goumé un dragon céleste sur Sabaody. On s'est dit, waouh, le mec est vraiment ouf. Il a osé terrasser un dragon céleste. Je sais pas si on peut aller en dessous. Ça pourrait être pas mal. Non, le son va être dégueulasse. Le son va être vraiment dégueulasse. Il a terrassé un dragon céleste sur Sabaody. On s'est dit, ouais, il a touché vraiment au peuple ultime, les dragons célestes et tout, il va être dans la merde. Et là, on a un exécuteur de dragons célestes. C'est-à-dire qu'au niveau autorité, le Cum, il peut tuer les êtres intouchables, politiquement intouchables de l'œuvre. Ce qui lui donne déjà une certaine aura, un certain charisme, une certaine envergure. Et pour rajouter à cela de l'effet, on a son nom, prénom et notamment son nom de famille. On apprend que c'est un Fingerland, le mec, qui est le nom de famille de Shanks, qui le rend d'autant plus redoutable parce que Shanks, c'est quand même aujourd'hui le top 1 du verre, c'est le personnage le plus puissant, que tu le veuilles ou non. Même si d'autres vont dire Mihawk, moi je parle de Shanks. C'est un sabreur d'ailleurs, ce Gérard Fingerland. Est-ce que, fatalement, comment dire ça très poliment, est-ce qu'il est au-dessus ou au-dessus de Mihawk? Est-ce que ça va pas être un sabreur aussi qui va être intéressant pour affronter Mihawk, pour mettre un peu Mihawk en relief? Ça pourrait être intéressant. Fatalement, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais c'est un Fingerland qui est très certainement une famille importante pour le gouvernement. Est-ce que c'est un membre des vrais fondateurs? Puisqu'on apprend également que Im-sama, Saint Imu, serait membre des fondateurs. Donc est-ce que lui a mangé le Opénopenomine, celui qui est immortel? Je ne sais pas, à toi de me le dire. Mais en tout cas, si le contre-coup de l'immortalité et la faculté de devenir un monstre, un démon, ou quelque chose de difforme entre les deux, ça rendrait un contre-coup certain et intéressant pour le fait d'obtenir la vie éternelle et toute son usure, finalement. Parce que tu vis éternellement, mais cacher un secret pendant 800 ans, ça ressemble plus à une torture qu'autre chose pour ce cher Imu-sama, et ça l'aurait peut-être poussé à perdre son humanité. Finalement, Im-sama, c'était peut-être quelqu'un de très bien à l'époque. À nous de
c'est pas à nous de juger, je te dirais, mais c'était peut-être quelqu'un de très bien qui finalement, au bout de 800 ans d'usure et de jeu politique, a complètement perdu la raison et aujourd'hui est devenu cette forme disproportionnée, indéfinissable. Peut-être que même quand tu la vois dans l'ombre parce que elle n'a plus de mémoire de forme, elle ne se souvient plus de à quoi elle ressemble, à quoi elle pourrait ressembler. Ça pourrait être pas mal, c'est intéressant ça. Hein, je te le donne comme ça directement pour la petite définition, mais ça pourrait être pas mal. Donc voilà tous les tenants aboutissants de ces informations qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Après, moi, je persiste et signe. Pas par entêtement, mais il y a quand même quelque chose qui se cache sous le personnage de Shanks. Attends, regarde quelques figurines. Hop là. Quelques petites figurines One Piece. Shanks serait beaucoup plus intéressant avec un destin tragique. Shanks serait beaucoup plus intéressant avec une dualité interne. Shanks serait beaucoup plus intéressant avec un lien très fort entre le passé et le présent. Shanks serait un personnage intéressant avec des regrets, des remords, notamment sur sa période où il a rencontré Gold Roger. Ça le rendrait d'autant plus intéressant et d'autant plus profond qu'il y aurait une réelle dualité entre son sang, Fingerland, et son être, disciple de Roger. Là, tu aurais une réelle dualité qui rendrait le personnage intéressant parce que il ne serait pas cartésien, à juste être là, attendre 20 ans, parce qu'il perpétue la volonté de Roger. Ce qui le rendrait terriblement lisse et donc inintéressant dans une œuvre majeure, comme peut l'être One Piece. Et ça, tu ne peux pas aller contre ça. Et donc, cette dualité que je présente, entre un Shanks qui aurait, malgré lui, et sous la pression de son rang et de son sang, divulgué tant bien que mal les informations de Gold Roger, qu'il aurait regretté et arrêté de le faire. Et c'est pour cette raison qu'il ne serait pas allé sur l'Octel pour ne pas avoir l'information. Et tu ne peux pas divulguer une information que tu n'as pas. Là, on a un peu de vent, je ne sais pas si ça va bien capter. Mais c'est toutes ces choses qui pourraient rendre le personnage de Shanks intéressant et qui pourraient expliquer des choses, notamment comme la perte de son bras, qu'aujourd'hui personne ne pourrait expliquer. Alors beaucoup me disent oui, mais Oda a fait ça parce que son éditeur lui a demandé de le faire. Oui, c'est vrai, mais je te dirais qu'à un moment donné, il faut bien l'incorporer dans l'histoire. Le fait que Shanks ait perdu son bras. Shanks ne va pas se retourner contre Luffy ou n'importe qui et lui dire j'ai perdu le bras à cause de l'éditeur. Non, c'est impossible. Donc il faut bien l'incorporer dans l'histoire. Et ça pourrait être une très bonne manière de l'incorporer dans l'histoire. Donc mis à part, si tu défends une position sans y réfléchir, tu as tout à y gagner en termes d'intérêt à vouloir un Shanks qui a un peu plus de profondeur qu'un simple passeur de relais. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que la vidéo est passable. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt en France. Ciao les gars.